Peut-être un peu plus d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Damien Carrat du CEREMA, donc Île-de-France, dans le département des Yvelines. Je travaille au CEREMA. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un établissement public administratif, donc sous les doubles tutelles du ministère d'écologie et des cohésions des territoires, même si c'est plus les vrais noms actuellement, mais c'est un peu l'idée. Euh, on travaille sur les sujets d'aménagement du territoire, de mobilité, d'environnement, de gestion des infrastructures routières, par exemple, pour le compte de l'État. Donc, on a deux grandes missions actuellement. On travaille premièrement, historiquement, pour nos administrations centrales du ministère dans la déclinaison des politiques publiques, la rédaction de guides, hein. Vous avez sans doute déjà dû consulter ou lire un guide du CEREMA, donc c'est pour décliner les politiques publiques sur le territoire. Et puis, plus récemment, on travaille au bénéfice des collectivités territoriales, justement, pour les conseiller, les accompagner dans leurs projets d'aménagement. Moi, je travaille dans un groupe qui est plus spécialisé sur la biodiversité en ville et voilà. Donc sur des thématiques comme la place de l'arbre en ville, comment mettre en place le ZAN, le zéro artificialisation nette, etc., etc., la trame noire et puis également ces sujets d'intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, ma présence à cet événement. Donc, l'idée, c'était de vous faire un topo un petit peu sur comment on pouvait intégrer l'enjeu zone humide dans les documents d'urbanisme et plus particulièrement dans le PLUI, qui aujourd'hui voilà, est un peu la norme dans les documents d'aménagement du territoire. La présentation on portera sur trois principaux points. Un rapide rappel des définitions et des enjeux, mais je ne vais pas être très long puisque Cécile a déjà et Charlotte ont déjà dit pas mal de choses là-dessus. Puis faire le lien entre le code de l'urbanisme et de l'environnement pour mettre en évidence qu'il y a un lien très étroit et que les documents d'urbanisme sont un outil très intéressant justement pour parler de ces enjeux. Et puis, on va voyager un peu sur le territoire national avec quelques exemples pour vous montrer des exemples d'intégration, de préservation des zones humides au sein des différentes pièces du PLUI. Donc du diagnostic territorial, en passant par le rapport, par les pièces opposables, notamment les OAP et les règlements écrits et graphiques, puis on terminera sur l'évaluation environnementale. Voilà. Première partie, donc ça va être assez rapide puisque Charlotte et Cécile ont déjà dit pas mal d'éléments là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas forcément très évident à comprendre quand on n'est pas dans le milieu, mais il y a plusieurs définitions des zones humides qui intègrent, voilà, ce sont des milieux humides avec plusieurs définitions des zones humides. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des définitions différentes, qu'on soit au niveau donc de Ramsar ou au niveau de la loi sur l'eau ou au niveau de l'arrêté ministériel 2008 modifié 2009. C'est pas forcément très facile à comprendre, puisque notamment les zones humides définies au niveau de la loi sur l'eau ne prenaient pas en compte les petites zones humides. Mais voilà, c'est quand même, ce sont toutes des zones humides intégrées, voilà, qui fournissent des fonctions et assurent des fonctions et fournissent des services écosystémiques. Ce qui est important aussi, voilà, parce que souvent les élus sont un peu perdus. On fait des inventaires zones humides dans le cadre des SDAG et on se dit mais on a identifié des zones humides ou on n'a pas identifié de zones humides, et quand on va aller plus précisément au sein de la parcelle pour ouvrir la construction, on se dit on a découvert des zones humides. En fait, on parle de zones humides, mais comme c'est pas les mêmes méthodes d'inventaire, les mêmes protocoles d'inventaire, en fait, on va déterminer des zones humides ou non. Donc, ce qui est vraiment bien, il faut vraiment faire comprendre ça, c'est que les zones humides identifiées, par exemple, au titre du SAGE, ne vont pas forcément avoir les mêmes critères de délimitation. Donc forcément, on appelle ça zone humide, mais quand on fait les zones humides au titre de l'arrêté 2008, les critères sont tels qu'on va un peu plus loin, un peu plus précis, et on va prendre l'ensemble des zones humides. Donc du coup, parfois, on peut découvrir des zones humides supplémentaires après les inventaires du SAGE. Voilà. Donc tout ça pour vous dire aussi que les zones humides, voilà, sont des milieux très très importants, assurent des fonctions hydraulique, d'épuration et de support de biodiversité, et rend un certain nombre de services pour l'homme qui permet voilà, d'apporter
une certaine forme de résilience au territoire et pour répondre aux défis actuels, notamment de changement climatique. 2e partie sur les regards croisés entre eau et urbanisme. Donc quand on épluche un peu plus les codes de l'environnement et les codes de l'urbanisme, donc on voit qu'il y a un lien évident. Donc le code de l'environnement nous dit que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Et quand on va un peu plus loin sur le code de l'urbanisme, donc le L121-1, prévoit et propose que les documents d'urbanisme préservent et protègent, hein, le terme, c'est la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, des sous-sols, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes et des espaces verts. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est quand même un article assez fourre-tout, mais on peut intégrer les zones humides, notamment dans les continuités écologiques ou encore dans les milieux naturels. Donc, on voit ce lien. Donc, d'une part, la préservation et la gestion durable sont d'intérêt général et d'autre part, les documents d'urbanisme doivent gérer les milieux naturels, les conditions écologiques dont font partie bien sûr les zones humides. Euh, pour finir, la notion de SCOT intégrateur, ce qui est assez intéressant, c'est que le SCOT doit intégrer donc les documents de planification de normes supérieures et s'impose aux documents de planification de normes inférieures. Il y a un petit schéma par la suite qui n'est pas forcément à jour parce qu'il y a un décret qui vient de sortir, mais qui intègre d'autres documents de planification en termes de compatibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 niveaux de relation entre les différents documents. Il y a la relation qu'on dit de prise en compte, donc qui n'est pas forcément très restrictive, c'est juste le fait d'être dans le même ton, dans le même état d'esprit que le document de normes supérieures. Il y a la notion de compatibilité. Là, ça veut dire qu'il ne faut pas être contraire aux objectifs, aux dispositions du document supérieur. Et il y a cette notion de conformité. Donc là, par contre, il faut respecter à la règle les dispositifs, les dispositions ou les règles du document supérieur. Donc le SCOT, on dit que c'est un document intégrateur puisqu'il prend en compte les dispositions et les orientations des SDAG et des SAGE et s'impose au PLUI. Donc, il y a un lien évident entre les documents de gestion de l'eau, le SCOT et les documents d'urbanisme. Concrètement, si je vais vous donner un exemple, j'ai pris un exemple donc, du stage de Loire-Bretagne. Donc, dans sa disposition 8.1a, propose de protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme. Donc, on doit réaliser un inventaire donc, dans le cadre de l'état initial de l'environnement à une échelle compatible avec la délimitation des zones humides. Donc, c'est ce que dit le stage de Loire-Bretagne. Également, il doit donc incorporer ces inventaires dans les documents d'urbanisme. Donc là, on est vraiment sur la mise en compatibilité. Donc intégrer, ça veut dire, ça veut dire qu'il ne faut pas ne pas intégrer, quoi. Voilà, c'est pas non plus être dans la conformité, mais en tout cas, il faut parler des zones humides dans les documents d'urbanisme et puis également tenir compte de leur fonctionnalité. Il y a la même disposition, mais pour les projets d'aménagement, donc à destination des pétitionnaires. Le SAGE, donc le schéma d'aménagement de gestion de l'eau, donc à l'échelle plus locale, également doit être compatible avec le SCOT et le SCOT s'impose au PLUI. Là, j'ai pris un exemple de SAGE pas très loin alors peut-être pas forcément sur le territoire de Nevers, mais pas très loin, donc c'est Allier à Val, qui propose des inventaires zones humides donc en 2021. Donc ces inventaires ont toute la place à être retranscrits dans le cadre du rapport de présentation et le diagnostic environnemental du PLUI. Et puis, une disposition qui est de dire d'engager un programme de préservation, de reconquête des zones humides, donc qui doit être compatible avec les objectifs du PLUI. La 3e partie, donc le cœur de ma présentation, donc l'idée, c'est à travers d'illustrations de PLUI approuvés, de vous montrer comment on peut solliciter différentes méthodes ou différents outils justement pour parler des enjeux relatifs aux zones humides. Voici un peu l'exemple d'un déroulé d'élaboration d'un PLUI. On va commencer donc, par la phase de lancement. Il y a toute une 2e phase qui est l'état initial, donc le diagnostic territorial du territoire. Donc là, c'est très important, donc vraiment définir les enjeux du territoire et notamment les enjeux environnementaux. Donc c'est à ce niveau-là où il faut bien faire la synthèse de l'ensemble des connaissances qu'on a sur les zones humides.
Puis, la troisième étape, c'est la rédaction des pièces. Donc un PLU est composé de différentes pièces, le rapport de présentation, le plan d'aménagement développement durable, les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation, et puis enfin, donc, qui est une pièce opposable au même titre que les règlements écrits et graphiques. Donc c'est au sein de ces pièces où on va établir des règles plus ou moins prescriptives. Voilà. Au sein du rapport de présentation, un élément assez important, c'est aussi dans ce cadre qu'on va faire l'évaluation environnementale du PLUI. On va le voir un peu plus tard. L'ensemble des PLUI maintenant est soumis à l'évaluation environnementale. Puis après, on a donc tout au long de la rédaction, il y a des accompagnements ou un accompagnement des services instructeurs de l'État au niveau des DDT, notamment justement pour bien délimiter et cadrer les enjeux. Et puis, il y a l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale à la fin du processus, puis l'enquête publique et la phase d'approbation. Donc, l'objectif de la présentation, voilà, c'est à travers l'ensemble des grandes étapes de vous illustrer les bonnes méthodes, en tout cas la bonne philosophie, en tout cas une proposition de philosophie à avoir pour intégrer l'enjeu zone mixte. Où nous partons là pour le moment, on va partir à Angers, Loire Métropole. Donc là, on est au niveau du diagnostic du territoire. Donc on voit que la collectivité recense les zones humides à travers les données existantes bibliographiques. Donc, on parle des zones humides Ramsar. L'Observatoire national des zones humides met aussi en œuvre, enfin en tout cas indique l'ensemble du réseau hydrographique. Donc, c'est intéressant voilà, de bien comprendre les éléments de la trame bleue, puisque les zones humides, enfin, en termes de présence, peuvent être aussi à proximité. En tout cas, c'est une des méthodes d'inventaire, c'est d'analyser la typologie du territoire pour aussi vérifier la présence de zones humides. Sur ce territoire, il y a le SAGE Loire et Haute-Yon qui a mis en œuvre un inventaire zone humide, donc avec un protocole particulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment c'est important de savoir comment on a délimité les zones humides et comment ont été définies les zones humides pour les intégrer. Mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est très intéressant de faire, en tout cas presque même, on doit faire apparaître les zones humides du SAGE. L'EDREAL aussi propose des pré-localisations de zones humides. Par exemple, en Île-de-France, la DRIEAT, donc anciennement DRIE, a des couches d'alerte potentielles de zones humides sur le territoire francilien, qui convient de vérifier ou non, par ailleurs. Et puis, dans le cadre de l'exemple présent, là, dans le cadre de projets d'aménagement, d'études d'impact environnemental, la collectivité a également identifié les zones humides identifiées par ces études. Voilà, donc on a déjà une bonne idée de la répartition des zones humides sur le territoire. Un exemple de Nantes Métropole, pour vous montrer que la démarche d'évaluation environnementale et l'application de la séquence éviter-réduire compensée est très importante et doit être aussi pris très en amont au niveau du PLU. Nantes Métropole a décidé donc de faire un inventaire des zones humides sur le territoire et puis également a sélectionné 25 sites susceptibles d'être ouverts à l'urbanisation. Et sur ces 25 sites qui ont été choisis parce que voilà, ils présentaient des enjeux d'urbanisation, Nantes Métropole a décidé de faire des inventaires vraiment conformément à l'arrêté ministériel 2008 modifié 2009, justement pour définir et délimiter les zones humides. Ça permet de mener tout à bien cette séquence éviter, réduire, compenser, puisque au sein de ces sites, bien sûr, notre métropole a découvert des zones humides et après, il y a tout un choix de priorisation d'aménagement et de hiérarchisation des enjeux au niveau de ces sites. Et puis, on peut justifier la préservation de certains sites puisque les zones enjeux étaient l'enjeu écologique était trop important, donc on a préféré éviter l'impact et puis plutôt ouvrir les parcelles à l'urbanisation sur des secteurs présentant des impacts moindres. Voilà l'exemple de Nantes Métropole. On peut passer au plan d'aménagement et développement durable. Donc, c'est un document qui est non opposable, mais c'est aussi très intéressant parce que ça cadre les enjeux du territoire et ça donne le ton un peu du PLUI. Toujours à Nantes Métropole, on voit donc la carte qui indique la présence de la trame verte et bleue. Donc, les zones humides sont des éléments de la trame bleue. Et puis, une des orientations ou un des objectifs du PADD, c'est de conforter la trame bleue et notamment de préserver les zones humides. Donc, voilà, le PLU est bien compatible avec les objectifs du SDAGE et du SAGE en disant, bon, on identifie les zones humides et l'objectif, c'est de les préserver.
Et c'est très très important aussi d'avoir une cohérence entre les différentes pièces du PLU justement pour aller de A à Z à préservation. Donc par exemple, si, déjà à ce stade-là, on n'évoque pas les zones humides, il sera difficile, au niveau des règles et des documents, prescriptifs, bah, de fixer des prescriptions sur les zones humides si on les a pas identifiées au niveau de l'état initial de l'environnement du territoire. Concernant donc les documents opposables, là, on va faire un focus sur les règlements, qu'ils soient plan de zonage, donc on appelle règlement graphique ou règlement écrit. Heu, j'ai divisé là en 4, outils. Ce sont des pièces opposables et avec une prescription, en tout cas un niveau de restriction assez important. Donc on a 4 outils, on va dire, on va parler du zonage indicé, des articles des règlements, donc en lien aussi avec les zonages sur le règlement graphique, l'outil de l'emplacement réservé et puis, l'outil, du CBS, hein, le coefficient de biotope par surface. Nous sommes, au PLU du Porge, hein, dans le département de la Gironde. Donc la collectivité du Porge a décidé d'identifier ces zones humides à travers un zonage indicé. Donc on voit, il y a aussi un espace boisé classé, donc les ronds verts là en bas à droite et il y a une petite pastille, entourée d'un tiret bleu, où on voit que la zone humide est identifiée avec, la zone N, donc c'est-à-dire qu'on est le PLU, fixe, l'occupation du sol en 4 zonages, hein, naturel, agricole, urbain et AU, A urbanisé. Donc là, on est en zone naturelle et on voit que plus spécifiquement, on a identifié les zones naturelles, zones humides. Mais on voit qu'un peu plus haut également, en zone, UB, on a une zone humide. C'est intéressant de le faire sur l'ensemble des zonages parce que c'est assez facile finalement d'identifier une zone naturelle humide en zone naturelle puisque déjà les règles de constructibilité en zone naturelle sont très faibles. Enfin, en tout cas, il est et mais où il y a un vrai enjeu, c'est au niveau des zones qui sont susceptibles, d'être construites. Voilà. Voilà un exemple. Heu Sur le zonage indicé et puis, il est très important d'avoir une cohérence entre le règlement écrit et graphique. Généralement, quand on décide, de mettre un zonage ou un zonage indicé sur un règlement graphique, il faut y mettre, en parallèle une règle et donc là, on voit que sur, la collectivité du Porge, la règle est de dire, bah, que les constructions et aménagements sont interdits sur ces zones. Seuls des aménagements, légers sont autorisés. Dans les faits, les permis d'aménagement, les permis de construire sur le premier schéma avec le SCOT intégrateur, eux, doivent vraiment être conformes avec les règles du PLUI. Conforme, ça veut dire qu'il faut qu'ils respectent à la virgule près et quand on va instruire un permis de construire, un permis d'aménager et s'il y a un dépôt de permis de construire sur une zone indicée N, et là, il est clairement dit, le règlement dit clairement qu'il est interdit de construire sur cette zone. D'autres prescriptions, donc là, on était sur, le zonage indicé, NZH. On a 2 outils qui sont intéressants, c'est les espaces paysagers à protéger, l'article L 151-23 et les espaces, boisés classés. Espaces boisés classés, il faut quand même faire un lien entre, les zones humides plus forestières, notamment les ripisylves, ou autres. J'ai 2 exemples, après, mais l'objectif ça permet de protéger, des espaces pour des motifs d'ordre écologique. Donc ça, c'est le N 151-23. J'avais donné un des exemples, c'est que, c'est plutôt utilisé pour les zones humides de taille plus réduite, on peut même, l'utiliser au niveau des mares et cetera. Donc on va utiliser plutôt le L 151-23 en termes de superficie, réduite et puis sur des grandes zones humides étendues, généralement on peut faire appel au zonage indicé. Voilà, c'était un petit retour d'expérience. Donc là, je vous montre un exemple. Là, on est, à la collectivité, donc la communauté d'agglomération de Saint-Quentin dans les Yvelines et on voit que je sais pas si vous voyez bien en fait. On voit que, la souris marche, on voit que les zones humides sont protégées pour motif, d'ordre écologique là, le 151-23 et voilà, on voit qu'il y a une petite, pastille ici identifiée en zone humide et avec, une prescription, en qui va en face quoi, voilà, la zone humide est protégée. Après bien sûr, il faut lire le règlement, on peut aller plus ou moins loin dans le règlement.
Ça va dépendre de l'ambition politique. Donc, et puis, on voit aussi l'ensemble des autres outils, notamment utilisés pour protéger les éléments de biodiversité en ville, hein. Souvent, on parle aussi d'espaces paysagers à protéger, d'espaces boisés classés, etc. On peut protéger des arbres, protéger des éléments ponctuels, les arbres remarquables. Les alignements d'arbres, généralement, on sollicite aussi le même article, hein, pour protéger les alignements d'arbres, et sinon, on peut aussi également protéger les mares. Donc, tout ça pour montrer qu'en fait, le PLU a quand même des outils hyper forts et intéressants pour aller assez loin dans la préservation des éléments de biodiversité dans le tissu urbain. Un autre exemple, j'ai vu que cet après-midi, on allait avoir un retour d'expérience donc, sur une commune dans la Haute-Loire, donc à Monistrol. Pareil, ils ont fait appel au même article, hein, pour protéger les zones humides. Donc là, on voit ça doit être les abords d'un ruisseau ou d'un cours d'eau en zone agricole. Donc la zone est protégée au titre du L 151-23. On voit une autre zone ici en zone naturelle. Voilà, donc ce sont des exemples. Donc c'est intéressant là au niveau de ce règlement, comme je vous l'ai dit, hein, il faut que les permis d'aménager soient conformes au règlement. Un autre outil, un peu moins, on va dire, enfin pas démocratisé, mais en tout cas qu'on utilise un petit peu moins, c'est l'emplacement réservé service d'utilité publique. En fait, à quoi ça sert? Ça permet d'anticiper l'acquisition du foncier en vue d'un projet précis. Donc, donc là, on est à Champlon dans le 78 et ils ont créé des emplacements réservés au niveau des secteurs qu'ils souhaitaient revaloriser ou aménager en espace vert. Donc, on peut très bien faire la même chose sur des zones humides à enjeu, où on sent qu'il y a une forte pression foncière, et ben la collectivité peut définir un emplacement réservé pour mettre un peu sous cloche, pour la préserver. Et par contre, il faut définir un projet d'aménagement, mais ça peut être très bien un projet de revalorisation, de renaturation de la zone, en lien bien sûr avec la zone humide en question. Et puis enfin, un dernier outil que je voulais évoquer, c'est le coefficient de biotope par surface. L'idée, c'est à l'échelle d'un quartier ou d'une parcelle, c'est de conserver des espaces non imperméabilisés, des espaces de pleine terre. Donc en fait, le PLU peut fixer un coefficient. Donc plus on est proche du 1, plus la parcelle est en pleine terre, et plus on est proche du 0, plus la parcelle est imperméabilisée. Donc l'idée, voilà, c'est de fixer au sein de parcelles et de quartiers un coefficient qui va obliger le pétitionnaire, en tout cas, à atteindre des superficies de surface de pleine terre très élevées, par exemple. En mettre en relation, s'il y a une zone humide sur la parcelle, ça veut dire que la zone humide ne sera pas artificialisée. En tout cas, moins. Donc voilà, en fait, chaque typologie d'espace a un coefficient. On multiplie la somme par surface de ces typologies et on a un coefficient global. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, par exemple, espace vert en pleine terre, c'est du 1 et une surface imperméabilisée, c'est du 0. Après, il faut faire attention puisque il y a les toitures végétalisées, les murs végétaux également qui ont des coefficients assez élevés, et finalement, voilà, on peut se poser aussi la question du vrai rôle écologique d'un mur végétal ou d'une toiture par rapport à des espaces de pleine terre. Donc, à prendre avec des pincettes. Donc là, un exemple local à Clermont-Ferrand, où on voit que la collectivité a défini des CPS en fonction des zones, généralement au niveau des franges agricoles et naturelles, on vise des CBS très élevés, hein, pour avoir euh, une transition entre les différents zonages, mais c'est aussi intéressant d'intégrer ces zonages dans du tissu urbain dense, notamment, voilà, pour favoriser l'accès aux espaces verts par les habitants, par exemple. Voilà. Donc, ce qui est important aussi de comparer, c'est le CBS actuel de la parcelle avec le CBS futur en lien avec le projet d'aménagement. Les OAP, donc une autre pièce du PLU, les autorisations d'aménagement et de programmation. Là, on a Nantes Métropole. Donc, je vous ai parlé que Nantes Métropole avait fait des études précises de zones humides sur 25 sites susceptibles d'être ouverts à l'urbanisation. Donc là, on est sur une OAP. L'OAP, en fait, il y a deux types d'OAP, les thématiques, les sectorielles. Les OAP, ça sert à définir de façon qualitative et quantitative le projet d'aménagement sur une parcelle. Donc, on va vraiment plus dans le détail et dans la précision, même si parfois ça reste encore très, très général, hein.
Donc là, on est sur une OAP qui intègre une zone humide. En tout cas, il y a un projet d'aménagement qui va avoir lieu sur cette OAP, mais notre métropole fait apparaître les zones humides ici. Et en tout cas, l'objectif de l'OAP, en tout cas, cette disposition est de dire, bah, il faut intégrer la zone humide dans le projet d'aménagement. Donc, en tout cas, si demain il y a le pétitionnaire si c'est une ZAC qui va aménager la ZAC, il saura qu'il y a une zone humide et il faut que le projet d'aménagement bah, soit compatible avec avec l'enjeu, la disposition de préserver la zone humide. Mm. Une des, on va dire, enfin, une des limites, c'est que la zone humide, elle est définie au sens de l'arrêté, mais on n'y intègre pas forcément les fonctions ou tout ce qui est en lien avec d'où vient l'eau, comment est alimentée l'eau. Donc souvent, au stade du projet, c'est pas la vocation du PLU, mais au stade du projet, il faut aller un peu plus loin pour savoir comment fonctionne cette zone humide, parce que si, par exemple, ici, on doit être sur le projet d'aménagement, bah, si cette zone humide est alimentée par les parcelles amont, bah, finalement, on va conserver la zone humide au sens de l'arrêté, mais peut-être qu'on va détruire toute son alimentation en eau. Voilà. Donc, mais ça a le mérite de la connaissance de la zone humide. On va finir par, il reste 4 minutes, on va finir par l'évaluation environnementale du PLU. Donc, on est au niveau du rapport de présentation. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'appliquer la séquence civilisée réduire compensée. Donc, on évalue on évalue l'effet du plan d'aménagement donc sur l'environnement. Donc, est-ce que le projet d'aménagement du territoire, donc à travers le PLU, a des effets positifs ou non sur l'environnement? Et s'il a des effets sur l'environnement, quelles sont les mesures d'évitement qui ont été mises en place? Réduction. Et s'il persiste des impacts résiduels, quelles sont les mesures de compensation proposées par le plan d'aménagement? L'ensemble des PLUI aujourd'hui est soumis à évaluation environnementale. C'est assez récent, donc c'est un tableau qui vous montre dans quelle situation on se trouve et dans quelle situation on doit être soumis à évaluation environnementale systématique. Bah, finalement, presque la totalité. Peut-être que la DDT ou l'AE pourra préciser ça, mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des PLUI sont soumis à évaluation environnementale. C'est quoi l'évaluation environnementale? Donc, c'est décrire les mesures envisagées pour éviter et réduire, si possible, compenser s'il y a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. Donc là, on est à Saint-Quentin en Yvelines. Donc, l'objectif, c'était de vous montrer un exemple de comment on traite l'évaluation environnementale dans un PLU. Bon, je suis pas allé un peu plus loin dans le détail pour voir si c'était un bon exemple, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on définit par thème les grands thèmes, les continuités écologiques, on voit même les zones humides, et puis on voit si le plan d'aménagement impacte les zones humides, par exemple. Donc là, on a plutôt un effet positif du PLU sur les zones humides, puisqu'ils nous disent que le PLU a permis de recenser tant d'hectares de zones humides, et en plus, le PLU prévoit de les préserver. Voilà. Donc, le PLU n'engendre pas d'impact significatif sur la zone humide. Pour vous illustrer la démarche de l'évaluation environnementale. Et puis, pour finir, là, on est à Angers Métropole, donc sur les zones humides, en particulier la démarche éviter, réduire, compenser. On voit qu'Angers Métropole a fait un inventaire des zones humides, a identifié que il y avait il proposait la préservation de 104 hectares de zones humides, mais dans le cadre du développement du territoire de Angers Métropole et de ses projets d'aménagement, il subsistait quand même 46 hectares de zones humides qui allaient être impactés. Voilà. Mais il précise que ce sont des fonctions, alors soit hydrologiques, écologiques ou d'épuration à des fonctions limitées, mais en tout cas, voilà, ils mettent en avant que le projet d'aménagement va impacter des zones humides, et ils disent aussi en conclusion euh, que, que la compensation sera à la charge du pétitionnaire. Donc voilà, donc le PLU, il va jusqu'à l'évaluation environnementale. Après, il faudra voir un peu la position aujourd'hui des services instructeurs de l'État, mais le rôle du PLU n'a pas vocation à compenser les zones humides, puisque ça reste de la responsabilité du pétitionnaire.
peut-être que le PLU peut définir une stratégie, en tout cas identifier quelles seraient les parcelles à renaturer ou en tout cas des zones humides dégradées sur lesquelles on pourrait faire des travaux de restauration et de renaturation. En tout cas, c'est pas le rôle de PLU, de faire de la compensation écologique. Ça peut peut-être, évoluer. En résumé, durant la dernière minute qu'il me reste. Donc, en résumé, donc, quelques points probants. Donc, l'idée, c'est de vraiment de. Donc, voilà, le PLU, c'est quand même, je trouve, un formidable outil justement pour mettre en lien les enjeux écologiques du territoire avec des règles d'urbanisme qui peuvent aller assez loin en termes de préservation des éléments écologiques. Donc, mais pour cela, il faut quand même avoir une très bonne connaissance du territoire. Donc, vraiment. Faire un recensement des données existantes, donc notamment en lien avec les zones humides, mais il y a quand même des données au niveau des réals, des inventaires sages. Au niveau des zones des plus enjeux, des zones les plus à enjeu, on peut aller beaucoup plus loin en termes de délimitation des zones humides et mettre en place des protocoles d'inventaire qui soient le plus conformes avec l'arrêté modifié 2008 modifié 2009, puisque le pétitionnaire, quand il va faire son étude d'impact, c'est conformément à ces inventaires qui va délimiter ou non ces zones humides. La volonté politique du territoire, voilà, c'est aussi très important, que les élus portent ces ambitions de préservation des zones humides parce que, on peut, tendre vers des PLU ambitieux, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans les règles prescriptives. Il faut pas non plus enfin, il faut trouver un juste milieu entre développement du territoire et la ressource équilibrée, enfin et la gestion équilibrée des ressources et des milieux naturels. Mais en tout cas, voilà, on peut aller assez loin en termes de prescription. Très important, c'est la concertation entre les services de l'État. Donc, c'est-à-dire quand un PLU est instruit, bon, il y a différents services, urbanistes, l'environnement. Donc, voilà, il faut travailler de façon itérative et non en silo, justement, pour faire vraiment un lien entre l'aménagement du territoire et la préservation des enjeux et notamment environnementaux. Et puis, bah, comme on le fait aujourd'hui, sensibiliser, communiquer autour de ce qu'il est possible de faire avec des exemples de bonnes pratiques. Et puis cette notion d'évaluation environnementale aussi, qui doit être lancée dès le début, dès, les inventaires, l'état initial de l'environnement justement pour mettre en œuvre, le plus souplement possible, cette, séquence éviter, réduire, compenser et pour, voilà, pour éviter évidemment d'ouvrir des parcelles, à l'urbanisation sur des secteurs, à enjeu et qui présentent des zones humides puisque après le pétitionnaire, va se retrouver à gérer, l'intégration des zones humides dans son projet d'aménagement et souvent ça conduit à de la compensation. J'en ai fini là pour ma présentation, donc je vous remercie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, mais en tout cas, il y a déjà un certain nombre de publications, sur le site du CEREMA qu'on vous transmettra un peu plus tard et je vous remercie de votre attention.